Bonjour Monsieur Malik Sek. Bonjour Farah. Donc vous êtes le leader du mouvement Momsareo. Donc puisque vous êtes leader politique et acteur politique, vous étiez membre du Parti Socialiste. Mais actuellement, la Teranga.info vous a reçu ce matin pour discuter avec vous sur le tour de l'actualité, les questions de l'actualité, sur une émission qui s'appelle Au cœur de la cité. Et pour aujourd'hui, nous allons discuter aussi sur une affaire concernant l'élection des collectivités locales, des hauts conseils des collectivités locales. Et face à ce thème, et moi je voulais juste savoir aussi qu'est-ce que vous pensez par rapport aux élections qui arrivent pour le 4 septembre. Bon, déjà, je vais vous remercier de m'avoir invité et saluer vos internautes. Par rapport aux élections du 4 septembre, nous, vous savez, nous avons toujours été contre les dépenses futiles et les dépenses inutiles. C'est pour ça que nous avions combattu à l'époque, nous étions pour la suppression du Sénat. Et aujourd'hui, on voit que le Sénat, en fait, tous ceux qui étaient contre le Sénat aujourd'hui ont changé en fait le nom pour l'appeler Haut Conseil des collectivités locales, pour le remettre en place avec un budget de plus de 10 milliards. Ce sont des dépenses inutiles, compte tenu que nous sommes dans un pays qui fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde, que nos caisses sont vides, les inondations sont toujours là, les écoles manquent de craie et nos hôpitaux sont des vrais mouroirs. Donc à partir de ce moment-là, mettre en place un haut conseil des collectivités locales qui n'est là en fait que pour placer des militants, placer des partenaires. Je trouve que ça, c'est se moquer un peu des Sénégalais, c'est même les insulter par rapport à tout ce qu'ils vivent, c'est insulter la misère des autres. Donc à vous entendre parler, donc on peut dire que vous êtes contre ces élections au Conseil des collectivités territoriales. Oui, nous sommes totalement contre ce haut conseil qui pour nous va entraîner des dépenses qui sont futiles alors que nous avons beaucoup de besoins par ailleurs et nous sommes aussi contre parce que c'est une institution politicienne qui sert à caser des gens qui n'ont pas encore eu leur part du gâteau et qui en ont peut-être marre d'être seulement ministres conseillers et qui aimeraient aujourd'hui avoir un rang un peu plus élevé. Donc l'opposition s'est retrouvée, et le parti au pouvoir, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, s'est retrouvée pour discuter sur la manière dont ils vont aller à ces élections, mais il y a quelques points d'échauffement au niveau de ces retrouvailles. Et c'est par rapport à cela, donc il y a certains leaders de l'opposition comme Decroix qui pensent que ces élections, l'État essaie au moins de frauder, parce que déjà, il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux déclarations et aux points d'échauffement au moins évoqués lors de cette rencontre aussi? Bon, moi, je n'ai pas suivi les détails de cette rencontre, mais la première fraude, la première supercherie consiste à la mise en place même de ce haut conseil. À partir du moment où même ces gens de l'opposition qui étaient contre, ils participent, ça veut dire qu'ils reconnaissent en fait la légitimité du haut conseil des collectivités locales. Donc c'est là où se situe la fraude, c'est une fraude déjà intellectuelle, c'est une malhonnêteté politique de cautionner cette institution qui ne sert à rien. Tout ce qui se dit après, pour moi, ce n'est que du bavardage. Vous pensez que c'est du bavardage? Parce que déjà, du point de vue de Croix, il pense que le point d'échauffement dont il décrit, il dit que le passage d'abord des électeurs dans une commission administrative pour recueillir des confirmations au moins de ces derniers. Donc là, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce que mais le président nomme, je crois, un certain nombre de hauts conseils, de hauts conseillers. Bon, déjà ça, on l'avait dénoncé à l'époque, quand Abdoulaye Wade nommait 65% des membres je crois, du Conseil économique et social ou du Sénat. Voici la fraude. Il ne sert à rien d'aller pinailler sur des détails d'articles, de commissions, etc. Ce haut conseil ne devrait pas exister. Point trait. Donc vous pensez que le haut conseil ne devrait pas exister.
Mais actuellement, le point d'échauffement, ils ont emmené avec ce point d'échauffement, ils ont emmené même le texte au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce texte soit adopté. Et qu'est-ce que vous attendez par rapport à cela? Est-ce que le texte va passer comme une lettre à la poste ou bien vous, au niveau de l'opposition, vous allez... Non, vous ne voulez pas m'entendre. Ce texte-là n'a pas de sens pour moi parce que moi, déjà dès le départ, je pense que le Haut Conseil ne doit pas exister. Que ça, c'est une fraude intellectuelle, c'est une fraude politicienne et que c'est une insulte au peuple sénégalais. Maintenant, discuter des modalités des élections de hauts conseillers, sachant déjà qu'une partie est nommée par le président de la République, que le président du Haut Conseil est nommé par le président de la République, mais débattre même sur ça devient ridicule quand tu es contre déjà le fait que cette institution-là existe. Donc, à vous entendre parler, donc vous n'allez pas vous présenter par... Non, pas du tout. Non. Et votre parti pareillement aussi? Non plus. D'accord. Donc, puisque vous dites que vous n'allez pas vous présenter au Conseil des collectivités locales, donc pour votre parti et dans une autre manière aussi, vous n'allez pas le faire. Donc, nous allons aussi discuter par rapport à votre ancienne parti, c'est-à-dire le Parti Socialiste, dont vous faisiez partie et vous avez claqué la porte. Donc, ce parti... Je n'ai pas claqué la porte, on m'a exclu. Donc, on vous a exclu de ce parti. Et pour ce parti, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de querelles de positionnement entre leaders. Certains sont avec Ousmane Tanordien et d'autres sont avec Khalifa Sall. Qu'est-ce que vous pensez de ces querelles de positionnement? Bon, écoutez, ça fait partie de la vie de tout parti politique. C'est vrai que j'ai fait mes classes au niveau du Parti Socialiste. Et que le Parti Socialiste, en fait, on avait beaucoup débattu à l'époque sur le fonctionnement du parti, qui pour moi manque de démocratie parce qu'il y a un secrétaire général qui est depuis 1996, ça fait presque 20 ans, et qu'en 20 ans, ce parti-là a perdu 80% de son électorat. Donc c'est un parti qui avait besoin d'un nouveau souffle. Et c'était ça, en fait, notre message à l'époque. Et nous n'avons pas été suivis dans ce combat-là. Mais aujourd'hui, il semble qu'une bonne partie de cette organisation commence à comprendre ce que nous disions à l'époque et s'apprête à combattre cela. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais je pense que le fait d'avoir attendu tout ce temps-là va amoindrir les chances d'un futur candidat socialiste aux prochaines élections, parce que ça va handicaper en tout cas le prochain candidat. Et c'est ça qui est dommage, mais nous l'avions annoncé déjà. D'accord, vous avez annoncé au début déjà pour dire que donc, le Parti Socialiste doit être démocrate. Et vous n'avez pas été suivi sur votre démarche. Vous avez exclu au sein du UPS. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que ceux qui, hier, étaient déjà, vous ont poussé au moins, vous ont sanctionné. Aujourd'hui, il y a certains d'entre eux qui vous appellent au moins à les rallier. Et je peux citer le cas de Barthélémy Diaz, votre ami, qui vous a invité au moins à rejoindre, à regagner les rangs et à rejoindre le Parti Socialiste. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet appel de Barthélémy Diaz? En fait, Mom Sereo est dans un processus de fusion avec d'autres partis et de réunification de la famille anti-impérialiste, nationaliste, patriotique, afin de proposer vraiment une troisième force au paysage politique sénégalais qui soit ni libéral ni socio-démocrate. Donc nous sommes en fait nous dans cette dynamique-là avec, comme je vous l'ai dit, d'autres organisations et nous allons suivre cette dynamique-là. Je ne peux pas répondre à l'invitation de Barthélémy à rejoindre le Parti Socialiste parce que j'y étais exclu. Nous sommes passés à autre chose. Donc que chacun suive son chemin. Et puis l'autre chose, c'est que le Parti Socialiste aujourd'hui est dans le Benno Bokk Yakaar et nous sommes dans l'opposition, donc ça pose problème. Maintenant, si une frange du Parti Socialiste décide de quitter le pouvoir pour regagner les rangs de l'opposition et qui sont prêts à se battre pour l'application des conclusions des assises nationales, qui sont prêts à se battre contre les accords de partenariat économique qui sont que des accords de subordination qui vont vraiment liquider notre économie, le peu d'économie que nous avons, qui sont prêts à se battre pour
que nous ayons une souveraineté nationale qui soit réelle. À partir de ce moment-là, pourquoi pas discuter. Mais il est hors de question aujourd'hui que nous, de Montserrat, nous rejoignions le Benno Bokk Yakaar ou que nous rejoignions le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est un parti qui, tel qu'il était avant, n'existe plus. C'est un parti qui est mort. L'autopsie le prouvera. Donc nous n'avons pas, nous, à les rejoindre. Même ce débat-là n'a pas de sens, quoi. Donc on peut s'attendre au moins à une collaboration ou bien avec l'autre frange du Parti socialiste. Comme je l'ai dit, si jamais ils décident de rejoindre l'opposition, mais pour se battre pour les valeurs que nous défendons, mais nous leur ouvrons la porte. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc dans ce cas, il n'y aura pas de commission aussi pour pouvoir discuter avec eux et entamer. Non, la condition, c'est qu'ils quittent le Benno Bokk Yakaar, qu'ils rejoignent l'opposition et que l'on s'accorde sur les combats réels à mener pour le Sénégal. Parce que le problème aujourd'hui avec la politique ici, c'est que les partis se battent pour arriver au pouvoir, juste pour s'asseoir dans un fauteuil. Alors que le réel problème, c'est que ce fauteuil-là ne nous appartient pas. Il appartient à l'extérieur. Et que les décisions sont prises à l'extérieur. Et les décisions que nos présidents prennent, ils ne les prennent pas dans l'intérêt exclusif des Sénégalais. Donc c'est ça le vrai problème. Et la majorité des partis ici, surtout les grands partis de masse, pour eux, la victoire, c'est d'arriver au pouvoir, d'être président. Mais si tu es président, tu es assis dans un fauteuil qui ne t'appartient pas, ça n'a pas de sens. Donc il faut aussi que l'on discute de qu'est-ce que l'on veut faire de ce pouvoir-là. Est-ce que c'est un pouvoir qui va être là à courber les chines devant l'ancienne puissance coloniale, à courber les chines devant le FMI et la Banque mondiale? Bon, ce sont des questions qui, pour nous, sont essentielles. Ok, donc nous avons constaté aussi à votre présence au meeting de Médina que le Parti Socialiste a organisé chez Bamba Fall. Donc qu'est-ce qui signifie cette présence? Parce que Bamba Fall est un ami, est un ancien camarade de lutte qui, lui, avait très tôt compris le combat que nous avons mené au sein du Parti Socialiste, qui nous avait soutenus. À partir de ce moment-là, il y a eu d'autres meetings du Parti Socialiste, je n'y ai pas été. Mais l'invitation de Bamba Fall, je ne pouvais pas ne pas m'y rendre parce que c'est un ami, c'est un frère. Et donc je n'ai été à cet événement-là que par courtoisie et par amitié pour Bamba Fall. Donc dans ce cas, lors de ces meetings organisés à Médina, nous avons entendu Bamba Fall annoncer la candidature de Khalifa Sall pour les prochaines années présidentielles. Et qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Mais cette candidature-là, on ne peut pas se prononcer dessus tant que l'intéressé ne s'est pas prononcé. Je veux dire, en bon militant, Bamba Fall a certainement de l'ambition et est pressé d'entendre son leader se prononcer sur cette question. Mais aujourd'hui, personne ne s'est réellement prononcé sur la question de la candidature. Et pour une autre affaire aussi, il y a aussi la question sur la binationalité qui a été soulevée cette semaine, la semaine dernière. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, Malick Noël Seck, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, c'est-à-dire de binationalité? Mais je pense qu'il faut déjà prendre ceci avec beaucoup de tact, il faut faire très attention. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité, qui a mené après à une guerre civile. Ça, ce sont des questions très très sensibles. Et je crois que ça doit dépasser le débat de personnes. Pourquoi j'ai débat de personnes? C'est parce que il est clair comme de l'eau de roche que on parle de binationalité. Ça ne vise que le fils de l'ancien président Wade et certainement l'ancien Premier ministre de Macky Sall qui est aujourd'hui passé dans l'opposition. C'est clair que c'est eux que l'on vise. Or, au-delà de leur personne, ça pose un problème. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui sont dans la diaspora, qui ont acquis des nationalités, etc. Est-ce que tu peux leur interdire demain de venir se battre pour leur pays, compte tenu de tout l'argent qui rentre au Sénégal? Ils participent au PIB de notre pays. Vous avez aussi une loi qui a été votée il y a quelques années qui permet aux femmes sénégalaises de donner la nationalité à leurs enfants, ce qui n'était pas permis. Avant, pour être sénégalais, il fallait que ton père et ta mère soient sénégalais. Cette loi a été votée et je trouve que c'était une bonne loi parce que vous aviez des Sénégalaises qui se trouvent par exemple mariées avec un Malien ou mariées avec un Italien ou un Américain et leur enfant ne peut pas être sénégalais. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc demain,
vous aurez des Momodou Jackson, des Alpha Pedretti, etc. Et ces gens-là sont des Sénégalais. Est-ce que nous devrons leur interdire de se battre aussi pour leur pays? Et un autre cas aussi qui est ridicule, c'est qu'il y a un ministre dans le gouvernement qui s'appelle Aboulot, qui est allemand. Donc c'est vraiment se moquer des gens que de soulever ce débat-là, alors qu'au sein même du gouvernement de Macky Sall, il y a des étrangers. L'autre chose aussi, et c'est ça, je crois, qui est la plus fondamentale, c'est que toi, ta SDE appartient à Bouygues, à une entreprise française. Ta Sonatel appartient à Orange, une entreprise française. Tu as vendu presque 650 000 hectares à des étrangers. C'est-à-dire que plus rien ne nous appartient ici au Sénégal. Notre monnaie, le billet de 500 francs CFA, est imprimé en France. D'accord? Nous ne décidons pas de la valeur de notre monnaie. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici au Sénégal ne nous appartient pas et on veut nous amener dans un débat sur la binationalité. Mais récupérons d'abord notre SDE, récupérons notre Sonatel, qu'on rende aux Sénégalais ce qui leur appartiennent. Et peut-être que là, ce débat-là, on pourra en reparler. Mais c'est un faux débat aujourd'hui, qu'on se dise la vérité. Okay. Et face à cela, donc, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ceux qui disent que normalement pour être candidat présidentiel, pour être présidentiel au Sénégal, il faut au moins renoncer à la nationalité. Donc, si vous êtes binational, il faut renoncer à l'autre nationalité, c'est-à-dire 2 ans avant la date d'échéance des élections. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi je suis pour l'application de la loi, d'accord? Si la loi dit que tu dois être exclusivement sénégalais, tant qu'elle n'est pas changée, elle doit être appliquée. Mais elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Maintenant, comme je dis, faut y aller avec beaucoup de pincettes sur cette question-là. Parce que celui qui est, par exemple, sénégalais de mère et qui est malien de père, ne peut être ni président au Mali, ni président au Sénégal. Donc il est quoi? Existe-t-il? Donc c'est vraiment un débat. Moi, je ne peux pas le clore aujourd'hui à lateranga.info. Et c'est un débat, en tout cas, comme je dis, qui doit être mené avec beaucoup de tact, beaucoup d'impartialité, et ça ne doit pas être un débat de politiciens. C'est ça le problème. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et vous, la presse aussi, vous devrez faire attention à ce genre de choses, parce que ça peut faire le buzz, etc. Mais les conséquences, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, peuvent être dramatiques, tragiques. Donc faites attention, faisons attention à cela. Okay. Et vous êtes aussi défenseur des APE, de la signature des APE, et nous avons constaté que le Sénégal veut signer ces APE même. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision du chef de l'État, au moins, de signer ces APE? Mais ça, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison parce que aujourd'hui, nous, au Sénégal, nous vivons beaucoup des recettes fiscales. On risque de perdre d'ici 10 ans, près de 240 milliards de recettes fiscales, ce qui est une honte. C'est-à-dire que les produits qui sont subventionnés, qui vont venir de l'Europe, coûteront moins cher au Sénégal que les produits fabriqués au Sénégal. Vous voyez les petits boutiquiers là, qui sont là, les boutiquiers du coin, ils vont bientôt disparaître. Parce qu'aujourd'hui, tu as Carrefour, tu as Auchan, qui sont des grandes structures de supermarchés, qui sont en train de s'implanter. Et ce sont ces petits boutiquiers-là, ils vont mourir un à un. La petite entreprise qui fait son sirop de bouille ou son sirop de bissap, elle va disparaître aussi. Parce que même nos allumettes, que tout ce que l'on fabrique ici, eh ben, ce qui viendra de l'étranger sera moins cher. Donc nous, on sera réduit à être que des consommateurs et plus des producteurs. Ça va complètement plomber notre économie. Et déjà que nous sommes dans ce cycle infernal de l'endettement, c'est la mort de l'économie sénégalaise. Et parallèlement à ça, on nous parle d'émergence. Bon, c'est vraiment se moquer des gens, quoi. On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Parce que tu parles un jour d'émergence et le lendemain, tu pousses les gens à signer les APE. Ils savent que les APE sont mauvais. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas eux qui décident. Nous avons des présidents de la République qui, avant d'être président, passent une audition au niveau du Quai d'Orsay français. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères français vient à Dakar, à l'ambassade de France, et reçoit tous les candidats pour leur demander que c'est quoi votre programme, est-ce que vous allez toucher à nos business et à nos intérêts. Si tu dis oui, on te soutient, si tu dis non, on te combat. Donc bon,
ça éclaire quand même sur le patriotisme des gens qui nous dirigent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous avez des enfants qui meurent noyés à 5 ans dans une école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des semences qui sont de qualité médiocre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles, des étudiantes qui dorment à 15 dans une chambre de 3 à la fac. Et puisque vous vous opposez à la signature des APE, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous en êtes sur cette lutte exactement? Ben écoutez, nous sommes dans une coalition qui s'appelle la coalition Non aux APE. Cette coalition-là a essayé d'initier plusieurs marches qui ont été interdites. Nous avons même une fois bravé l'autorité et certains de nos camarades ont été embastillés. Nous continuons en ce moment à faire signer une pétition contre la signature de ces APE. Nous essayons de sensibiliser les députés, l'Assemblée nationale, ainsi que tous les corps comme les syndicats, etc. C'est un combat de longue haleine et malheureusement, il n'a pas encore bien pris parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est difficile de faire passer le message. Et même ceux qui comprennent les APE, vous regardent de loin sans prendre part au combat. Aujourd'hui, ce sont les chefs des petites et moyennes entreprises qui devraient être à la tête de ce combat-là et pas des hommes politiques comme moi ou d'autres. Et ça, c'est dommage. Mais demain, il fera jour et j'ai bien peur que ces gens-là se réveillent trop tard, quoi. Okay. Et nous avons suivi aussi l'actualité aussi. Il y a l'affaire Ousmane Sonko qui a défrayé aussi la chronique il y a 2 semaines de cela. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, sur cette sanction prise? Ben, écoutez, Ousmane Sonko est un homme, moi je le connais personnellement. Ce que je peux dire de lui, c'est que c'est un homme intègre. Il respire l'intégrité, l'honnêteté. C'est quelqu'un qui ne raconte pas des sornettes, qui sait ce qu'il dit. Il a pris un risque. Ce risque-là, il l'a pris dans l'intérêt exclusif des Sénégalais. C'est de dénoncer ce qui se passe, les magouilles qui se passent au niveau de l'État. Et ça, c'est tout à son honneur. Cette sanction, pour moi, est une sanction qui est ridicule, qui n'a pas de sens. Quand il nous révèle que Aliou Sall, le frère du président, doit 90 milliards aux impôts, on se demande maintenant combien il a gagné. Parce que qui doit 90 milliards aux impôts, c'est qu'il a gagné au moins 500 milliards. Il les a gagnés au nom de quoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ça qui méritent d'être éclaircies. Et grâce à Ousmane Sonko, on peut y voir un peu plus clair sur les scandales et ça peut demain faire peur à ceux qui ont tendance à mettre rapidement la main dans la caisse. Donc je crois que c'est un combat qu'il faut encourager. Il faut le soutenir. J'appelle tous les Sénégalais à soutenir ce combat-là, qui est un combat pour la transparence, pour une gestion transparente de l'État, ce que prône le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, le fait qu'on dénonce des malversations, vous sanctionnez les gens, ça veut dire que vous-même, est-ce que vous êtes si clair que ça, quoi? Parce que bon, vous ne pouvez pas crier à U et à Dia que vous êtes pour l'honnêteté, que vous êtes pour l'intégrité, que vous êtes pour la transparence dans la gestion des deniers publics, et dès que quelqu'un dénonce quelque chose, vous l'écartez. Il y en a eu d'autres, hein, que ce soit Nafi Ngom Keïta, que ce soit Cherna, le policier, là, Cherna Keïta, toutes ces personnes-là ont été, on a tenté de les liquider. Hein, donc, qui êtes-vous finalement si vous liquidez les honnêtes gens? Et par rapport à Nafi Ngom Keïta, donc qui a été au moins limogée, je dirais, parce que déjà, elles soutiennent que son mandat n'est pas terminé et l'État dit que le mandat de Nafi Ngom Keïta est terminé. Donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision prise par le chef d'État, le décret pris par le chef d'État? Moi, je suis plus convaincu par les arguments de Nafi Ngom Keïta que par les arguments du pouvoir. Quant à cette affaire-là, je crois que c'est une dame qui gênait. Donc il fallait s'en débarrasser le plus tôt possible, mais ils ont été maladroits en fait en faisant cela. Macky Sall a lui-même déclaré de sa propre bouche que s'il n'avait pas mis le coude sur certains dossiers,
beaucoup de ses amis et partisans seraient en prison. Donc déjà, ça pose problème. Ça aurait dû valoir que tous les Sénégalais sortent dans la rue et fassent une marche. Mais on est dans cette culture aujourd'hui de Jamel Nubougue, personne ne bouge, personne ne bronche, on vous vole, on vous pille, on vous insulte et puis bon, au nom de la paix, vous acceptez de vous faire humilier, de vous faire frapper. Donc aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que c'est aux Sénégalais de régler le problème. Le problème, ce n'est même plus Macky Sall. Macky Sall est une cible périmée. Ce n'est plus les hommes politiques qui sont le problème. Le problème, c'est comment la population va prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, des fois, ça demande une certaine dose de dignité. Et nous souffrons d'un manque de dignité nationale et de patriotisme au Sénégal. Notamment vers 2019 où on va organiser les élections présidentielles, est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de Malick Seck avec son... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous, notre ambition pour le moment, c'est déjà de réorienter le débat politique, de participer à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, qui est une vraie honte, conscientiser les Sénégalais, les appeler à prendre conscience des vrais problèmes. Les vrais problèmes, je l'ai dit toujours, c'est notre manque de souveraineté. Nous ne maîtrisons pas notre monnaie. Nous sommes des pays néocoloniaux, avec une administration qui fonctionne comme l'administration coloniale, qui est là pour gérer nos dettes et rembourser ce que nous avons à la France et aux institutions de Bretton Woods. C'est ça le réel problème. Nous ne sommes pas indépendants. L'indépendance, c'est l'Algérie, c'est l'Indochine. Nous avons été décolonisés. Et on nous a appris à l'école la décolonisation française, c'est-à-dire que c'est la France qui décolonise. Ce n'est pas le Sénégal qui s'est décolonisé. Donc c'était une stratégie de la France pour partir tout en restant au Sénégal, sinon de peur que les Sénégalais et les autres pays fassent comme l'Algérie, qui eux se sont battus pour leur indépendance, fassent comme l'Indochine, qui eux ont perdu presque 3 millions de leurs pour avoir leur liberté. Nous avons accepté de continuer d'être des valets serviles de l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Mais il faut qu'on le dise fort et clair. C'est pour cela que nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres du monde. C'est parce que nous ne sommes pas libres, que nous sommes dominés. Aussi bien nos dirigeants que nous-mêmes, et nous acceptons, c'est ça qui est dramatique. Donc demain, il faut arrêter de pleurer, il faut se regarder dans un miroir tel que nous sommes, avec nos manquements, nos lâchetés, nos renoncements, et prendre notre courage à deux mains pour faire en sorte que l'avenir de nos enfants soit meilleur que notre propre avenir. Ok, nous arrivons au terme de notre émission, et quel appel lancez-vous aux membres de votre mouvement Momsaréel? Quel appel? Déjà, je les encourager toujours dans les batailles que nous menons, qui ne sont pas faciles. Nous sommes un petit parti, de par le nombre, de par les moyens. C'est pas évident parce que nous sommes vraiment dans un nid de crabes, un nid de serpents, qui est ce paysage politique sénégalais, qu'il faut, comme on dit, c'est quand on est dans la merde jusqu'au cou qu'il faut garder la tête haute. Voilà. Merci beaucoup, M. Seck, et d'avoir accepté au moins notre invitation dans l'émission Au cœur de la cité. Donc, la dernière point, il faut vous remercier et vous dire bonne journée aussi. Merci beaucoup.